Ah, les road trips, les paysages qui défilent. La musique, l'air qui caresse ton visage. La légèreté. Ça te tente ? Allez, monte à bord. Derrière le volant, aujourd'hui, c'est moi, Alban. Une femme avec une grande soif de découverte et d'aventure. Après un burn-out, je suis partie seule en Inde. J'ai compris l'urgence de faire de moi ma priorité. Et que ce qui m'anime, c'est d'aider les autres à le faire aussi. Comment ? En créant des bulles de bien-être. Des endroits sûrs, loin du stress du quotidien, où se côtoient massage, récits de voyage, art-thérapie et human design. Ce van, c'est l'une de ces bulles. Un safe space pour te montrer que voyager est à la portée de tous et te motiver à le faire à ton tour. Alors boucle ta ceinture et let's go! Hello hello chers vadrouilleurs, chères vadrouilleuses, bienvenue dans ce 56e épisode de Chronique de voyage, le premier de l'année 2025. Alors pour commencer, je te souhaite une belle année remplie de voyages à ton image, de temps pour toi, d'expériences uniques, de rencontres enrichissantes, mais aussi de mésaventures qui se transforment en bons souvenirs. Il me tient à cœur de te montrer la réalité du voyage, celle dont on ne parle pas sur les réseaux sociaux. Alors pour ce premier épisode de l'année, je te parle d'un sujet qui est très rarement évoqué, la fatigue en voyage. Alors Stéphanie de Kiffe ton nomadisme a fait dernièrement un épisode qui complète assez bien celui-là, sur la fatigue due à l'absence d'hiver. Je te mets le lien en description. C'est vraiment intéressant et ouais, comme je te disais, ça complète bien ce que j'ai dit. Et aujourd'hui, moi, je vais t'expliquer comment cela se fait qu'on ressente une grande fatigue en voyage. Je vais te parler jet lag, transport, absence de confort, interaction sociale, vigilance permanente, surstimulation et évidemment, je te donne aussi mes meilleurs conseils pour éviter de laisser cette fatigue gâcher ton voyage. Alors je te souhaite une bonne écoute. Tu as peut-être déjà remarqué, si tu suis des personnes en tour de monde ou en voyage au long cours, elles se blessent facilement, elles tombent assez souvent malades. Bon, on est d'accord, il y a d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte, la nourriture, l'eau non potable, le changement de climat, mais il y a une raison sur laquelle j'ai vraiment envie d'insister, parce qu'elle est complètement sous-estimée. C'est la fatigue. Je vais t'évoquer plusieurs points par rapport à ça, mais il y a quand même une énorme fatigue mentale quand on voyage. La première, celle qui... On en parle un peu plus, elle est un peu plus connue, c'est le jet lag. Le jet lag, c'est le décalage horaire. Tu sais, quand tu arrives, si tu vas par exemple, tu es en France, tu vas aux États-Unis ou tu pars du Québec pour aller en Europe, il y a pas mal d'horaires de décalage. Ton corps, il a besoin de temps pour s'en remettre et t'es épuisé. Il faut savoir qu'il te faut 1 jour par heure de décalage pour t'en remettre. T'imagines déjà entre Paris et Montréal, il y a 6 heures, 6 jours pour s'en remettre, si tu vas de l'un à l'autre. Ça, c'est le plus connu, celui dont on parle, celui pour lequel on trouve pas mal d'astuces en fait un peu partout sur internet parce que il est évoqué contrairement aux autres en fait. Un autre qui est un petit peu évident, dont on entend un poil plus parler aussi, c'est les transports. Parce que quand tu voyages, forcément, tu te déplaces d'un point à un autre. Donc tu loues une voiture, tu as un van, tu prends les transports locaux, l'avion, le train, le bus. Tout ça, ça te fatigue énormément. Et en voyage par rapport à chez toi, tu fais plus de trajets. Donc tu te déplaces plus, tu fais plus de trajets, donc ça te fatigue. Et puis t'es pas forcément spécialement bien installé dans les transports, sauf si t'as un bon budget. Et justement, ça aussi c'est un des points, le manque de confort. Le manque de confort, ça fatigue en fait, parce que dans les transports, si t'es mal installé, tu te reposes pas. Si tu dors en auberge de jeunesse, le lit est peut-être pas confortable, tu as peut-être du bruit, des gens autour qui te réveillent. C'est vraiment à prendre en considération le manque de confort parce que ça contribue à cette fatigue. Il y a une autre chose, là on arrive dans les choses un petit peu moins évidentes auxquelles on pense moins, les interactions sociales.
quand tu voyages, tu as énormément d'interactions. Tu as envie de faire connaissance avec les gens, ou tu demandes ton chemin, tu es dans une auberge de jeunesse, il y a du monde autour de toi. Tu es en van, tu gardes ton van, tu papotes avec les autres vannes à côté. Tu as beaucoup d'interactions. Peut-être plus que dans ton quotidien. Et donc là, ton cerveau, il est en ébullition en fait. Il cherche à discuter, tu n'as pas le temps de te reposer. C'est intense. Et d'autant plus si tu es dans un pays dont ce n'est pas ta langue maternelle. Même si tu la parles couramment, c'est une gymnastique en fait pour ton cerveau de parler et de penser dans une langue étrangère. Parce qu'effectivement, soit tu es capable de switcher ton cerveau et de penser dans la langue, là c'est quand même moins fatigant. Mais si tu dois traduire, tu dois passer par ta propre langue, réfléchir à ce que la personne vient de dire, la traduire dans ta langue, pour après réfléchir à ce que tu veux répondre. Ça devient en français, il faut que tu le traduises dans l'autre langue. C'est exténuant en fait de faire ça à longueur de journée et tu t'en rends pas compte parce que ça se passe à une vitesse. Tu peux pas réaliser en fait, t'as pas le temps d'en prendre conscience, mais ça te fatigue énormément. Je l'ai particulièrement ressenti plusieurs fois. J'ai 2 exemples qui me viennent en tête. Le premier, c'est quand on est arrivé à Ibiza. En fait, je suis venue à Ibiza après un mois, je crois, peut-être un poil plus au Portugal. Et en fait, le portugais, je ne le parle pas. Enfin, je le parlais pas à ce moment-là. Je le comprenais. Mais du coup, ça me fatiguait énormément de me concentrer en permanence pour comprendre ce que les gens disaient. C'est tout? Vous êtes sûr? Parce que j'ai l'impression qu'il a parlé bien plus que ça. Surtout qu'il ne s'adressait pas à moi, en fait. Il s'adressait à ce moment-là à Bernardo. Du coup, c'était fatigant de me concentrer en permanence pour arriver à comprendre ce qu'il disait, pouvoir prendre part aux conversations. Et donc, tout de suite après, je suis allée à Ibiza. Et là, je parle espagnol, je l'ai appris. J'aimais bien ça, je me débrouillais bien. Mais en fait, après avoir fait un mois de gymnastique cérébrale à essayer de comprendre le portugais, je n'arrivais pas à parler espagnol. C'était trop. J'en étais pas capable. Les mots me venaient pas. Je comprenais les gens, mais j'arrivais pas à parler. Ça venait pas du tout. Trop pour moi. Il y a un moment, mon cerveau, il disait stop. Tu as passé un mois là à me faire travailler, surtravailler, être en ébullition à 24. Là, je me mets en grève. Et une autre fois où je l'ai observé, c'est quand, cette fois, pendant le voyage sur le continent sud-américain, à Saint-Sébastien. En fait, on était entourés d'Argentins et de Brésiliens. Bernardo et moi, on était les seuls Européens. Donc lui, le portugais est sa langue maternelle. Effectivement, le brésilien, c'est un petit peu différent, mais c'est comme pour nous, la différence entre l'accent français et l'accent québécois. On se comprend, parfois on réfléchit effectivement à certains mots qu'on ne connaît pas forcément. L'accent est différent, mais ça ne nécessite pas la même gymnastique que passer dans une langue étrangère. Donc j'étais la seule, en fait, dont le portugais ou l'espagnol n'était pas la langue maternelle. Et en fait, on s'exprimait tout le temps, vu qu'on était, à part moi, c'était juste des lusophones ou des argentins. Donc c'était un mix des 2 langues, sachant qu'en plus, argentin, c'est quand même assez différent de l'espagnol d'Espagne, et moi c'est celui que j'ai appris. Donc j'avais besoin aussi, j'étais encore à un stade où j'essayais de comprendre les mots, la façon de parler, parce que par exemple en Argentine, tous les Y, tous les J, ils se prononcent pas de la même façon, ils se prononcent ch. Donc des fois, quand on entend chaud, desayuno, t'es là, attends, c'est quoi le mot à l'origine? Donc tu te rajoutes encore une étape, en plus de l'étape, comprendre le mot. T'es là, qu'est-ce qu'il veut dire dans ma langue? Je le connais ce mot, mais je dois le rapprocher duquel? Desayuno. Ah oui, desayuno, ok, c'est le petit déjeuner. C'est vraiment une gymnastique dans ma tête. Et en fait, H24, dès que je sortais du van, j'étais happée par ces 2 langues et j'avais besoin de cogiter. Alors j'en arrivais à un point, je commençais à me familiariser. C'est ce qui m'a permis aussi d'apprendre le portugais et de bien améliorer mon espagnol, pouvoir tenir des bonnes conversations dans les 2 langues. Mais en fait, j'avais besoin de moments seuls parce que ça m'épuisait. En fait, dès que j'étais pas avec les gens, j'étais claquée, j'arrivais rien à faire. Alors heureusement, j'avais Bernardo avec qui je pouvais parler en français, ça me faisait du repos. Mais c'était intense. C'était vraiment très intense en permanence, être dans d'autres langues. Et ça me fatiguait beaucoup. Donc même si j'étais heureuse de partager, j'adorais les personnes avec qui on était, il y a des moments, j'avais besoin de m'enfermer, de regarder une série, lire un bouquin, parce qu'il me fallait quelque chose pour vider mon cerveau. Et en fait, le voyage, c'est aussi vraiment fatigant pour ton cerveau, parce que tu dois faire des choix constamment. Où est-ce que je vais dormir ce soir? Où est-ce que je vais manger? Où est-ce que je vais aller après? Et ça, c'est quand même des réflexions pour tes besoins de base. Dormir, manger, c'est tes besoins de base. T'es chez toi,
Tu vas pas te demander où tu vas dormir ce soir en fait. Tu vas dormir chez toi. Qu'est-ce que tu vas manger? T'as qu'à ouvrir le frigo pour avoir cette réponse. Oui, tu vas y réfléchir. Oui, tu vas peut-être te dire oh, est-ce que j'irai pas au resto? Ça peut être des choix que tu as à faire effectivement, mais ils sont un peu plus limités. Et puis c'est parmi les quelques choix que tu as à faire. Que là en voyage, t'en as en permanence. Qu'est-ce que je mange? Où je peux trouver de quoi faire mes courses? D'autant plus si tu as un régime particulier. Alors je pense par exemple aux végétariens, aux personnes qui par choix religieux, je pense qu'ils ont besoin de manger halal ou kasher, donc par choix religieux tu as des restrictions. C'est sportif de pouvoir trouver. Tu as des allergies, tu as des intolérances. Le gluten par exemple, tu as des pays, Amérique du Nord, c'est le paradis pour ça. Amérique du Sud, c'est un enfer. T'es végétarien en Inde, c'est facile, la plupart des Indiens sont végétariens. Maintenant, t'es végétarien en Pologne ou en Mongolie, je sais pas comment tu te nourris. Moi je l'ai vécu en Inde. Je suis, on va dire, allergique aux épices. C'est pas une vraie allergie, mais en fait, ça me rend malade. Je peux te donner les détails si tu en as envie, mais ils sont un petit peu gore pour être ici quand même. Là, mais bon. En résumant, je ne peux pas manger d'épices. Je suis restée 6 mois et demi en Inde. Je ne te dis pas le parcours du combattant que c'était. Je me suis fait un ami qui s'appelle Jay, que j'ai rencontré dans une auberge de jeunesse, pas Jaipur. Et quand je suis allée le voir à Udaipur, il m'a reçue dans l'auberge de jeunesse où il bossait. Et puis il s'était fait un peu une mission de m'aider à trouver à manger. Et il me disait ah, j'adore parce que moi je te vois comme un jeu vidéo. Trouver un endroit pour que tu puisses manger, en fait, c'est le boss final. C'est celui que tu n'arrives jamais à battre. Et c'est vrai, il a bien résumé mon parcours du combattant en Inde pour trouver à manger. Les premiers temps, je mangeais que du riz blanc et des fois j'arrivais à me nourrir 15 jours sur 2. J'achetais un peu des biscuits, des trucs comme ça quand j'en trouvais, parce qu'ils n'étaient pas partout. Et du coup, ça rajoute à la fatigue en fait. Ton alimentation, elle est pas adaptée. Elle n'est pas adaptée, ça aussi, c'est quand même un gros point. Même si tu manges normalement, tu manges de tout, je veux dire, tu trouves pas forcément ce dont ton corps a l'habitude et du coup, tu apportes pas forcément les ingrédients nécessaires. J'ai mangé mon mot. Comment on dit, ce dont tu as besoin, ce dont ton corps a besoin pour vivre, en fait, tout simplement. Les bons apports. Ah, voilà, c'était ça le mot que je cherchais. Des fois, je bug. Tu n'as pas forcément les bons apports et tu te crées des carences, en particulier si tu cherches à aller au moins cher, en fait. Donc ça rajoute vraiment à la fatigue, là, un peu plus physique que mentale, mais c'est pas à négliger non plus. Et justement, un des points aussi qui fatigue énormément, c'est penser constamment à l'argent, constamment te dire ok, est-ce que je peux dormir là ou est-ce que c'est trop cher? Est-ce que je peux me permettre là un peu plus de confort ou est-ce que ça va trop impacter mon voyage? Est-ce que j'ai de quoi manger aujourd'hui? Est-ce que je peux faire cette activité? Toutes ces questions incessantes, donc ça rejoint ce que je disais, hein, le point de faire des choix en permanence, ça t'épuise. Ça t'épuise. Ton cerveau, il est en ébullition. Ton cerveau ne se repose pas quand tu voyages. Et d'autant plus, là, le point sur lequel j'ai vraiment envie d'insister, qui pour moi est la plus grosse cause de fatigue, on va dire, c'est en fait, tu t'adaptes constamment au nouvel environnement. Tu découvres constamment. Donc ton cerveau, il est activé. Tu peux pas être en pilote automatique comme tu l'as dans ton quotidien. Quotidien, tu te lèves le matin, tu prends ta douche, ton petit-déj, tu prends la voiture, tu vas au boulot, tu fais ta pause repas, tu papotes avec Janine, tu retournes bosser, tu reprends la voiture, tu rentres chez toi, tu te poses devant Netflix. J'exagère, on est d'accord. C'est pour dire, quand tu fais ces choses auxquelles ton corps est habitué, ton cerveau, il n'a pas besoin de penser. Il le fait automatiquement. Que là, t'as pas d'automatisme parce que t'as pas instauré en fait de routine. Tu n'as pas laissé le temps à ton cerveau de se créer une routine. Une routine, une nouvelle habitude, c'est 21 jours. Je connais pas beaucoup de gens qui restent plus de 21 jours au même endroit. Ça se fait, c'est quand même assez rare. Du coup, ton cerveau, il est constamment en ébullition, constamment irréfléchi. Il s'active. En fait, ça engendre des surstimulations. Oh, un nouveau paysage. Oh, une nouvelle odeur. Oh, c'est quoi ce bruit? Une texture que t'as jamais touchée avant. Il m'a fabriqué ce collier pour que je puisse parler. Écureuil! Et en fait, tout ça, ça devient hyper intense. Tes sens, ils sont en émoi. Et puis, c'est une constante sortie de ta zone de confort, en fait. Tu connais pas, c'est nouveau, tu découvres. Tu as des peurs qui sont là pour te protéger. Mais ça te fatigue énormément. Et du coup, surtout, ça met en fait ton corps en alerte. Il est là, son but à ton corps, c'est de te protéger. Du coup, il est toujours sur le qui-vive. Il sait pas, il connaît pas cette nouvelle odeur. Est-ce que cette nouvelle odeur, c'est l'odeur d'un truc auquel tu vas être allergique? Est-ce que ce bruit, c'est un voleur qui s'apprête à te piquer ton téléphone? Tu vois la logique? T'es en alerte. Ton cerveau et ton corps, en fait, ils se mettent en mode survie pour te protéger. Ils connaissent pas. Ils te protègent, c'est la priorité. Et ça se peut du coup, tu vois, quand je disais les voyageurs tombent malades, ils se blessent, etc. Parce qu'en fait, ton corps, il est tellement focusé sur analyser tout ce qui se passe autour de toi que tout
t'es concentré là-dessus, et bah tu vas pouvoir te blesser. Tu vas peut-être, je sais pas, te choper la dengue plus facilement, une intoxication alimentaire plus facilement, parce que ton corps, il est trop occupé à te protéger, à ta survie, pour être capable de combattre ces autres choses qui viennent. Et peut-être qu'en temps normal, t'aurais posé ton pied comme ça, t'aurais rien eu. Bah là, tu t'es foulé la cheville. J'ai plusieurs exemples encore en tête. Il y en a un dont je t'ai parlé en fait dans l'épisode 26 sur les trucs de nana. En Inde, j'ai échangé avec beaucoup de femmes à ce sujet-là. En fait, ton corps est tellement en alerte que tu peux ne plus avoir tes règles. C'est arrivé à beaucoup de femmes que je connais en Inde parce que le pays est tellement intense. Là, je te parlais d'intensité. Surstimulation, des nouveaux bruits, des nouvelles odeurs. Il y a pas pire que l'Inde pour ça. Tout est réuni. Tu as du bruit constant, des odeurs, tout est là. Tes sens, ils comprennent plus ce qui se passe. Donc ton corps, en fait, il te fait un shutdown. Il se met en mode survie pour qu'il t'arrive rien. Mais du coup, les petits trucs, ils sont plus là. Et les petits trucs, c'est tes règles en fait. Ton corps, il peut plus, il n'est pas apte. Et en fait, ça va revenir à la normale le moment où il va se sentir en sécurité. Ou le moment où tu vas peut-être te poser. La première à qui j'ai discuté de ça, elle m'a dit... Elle, c'est quand elle est arrivée à Hampi. C'est une ville avec plein de temples que tu peux visiter. C'est magnifique. Des ruines incroyables. C'est difficile à décrire. C'est à vivre. Tu peux regarder aussi des images sur Internet si tu as envie. Hampi, c'est écrit H-A-M, comme maman, P-I. C'est magnifique. Et tu as un cadre, effectivement, c'est reposant, c'est agréable. Et donc cette nana me disait, une Espagnole, qu'elle, c'est quand elle est arrivée là qu'elle s'est sentie bien, que ses règles sont revenues. Pour moi, c'est revenu quand je me suis enfin posée un peu pendant 1 mois pour faire ma formation yoga. J'étais au calme et là c'est revenu. Mais ça m'est arrivé aussi par 2 fois dans mon voyage en Inde, en fait d'avoir mon corps qui lâchait. Quand je suis arrivée à Pushkar, donc c'était quoi? C'était peut-être mi-novembre, je suis plus sûre. Ouais, ça devait être... Non, fin novembre peut-être. Je suis arrivée, j'arrivais plus, j'étais épuisée. Épuisée, j'ai dormi 24 heures. J'arrivais à rien à faire. Le type qui tenait l'auberge de jeunesse où j'étais, il est venu me réveiller pour me donner à manger, parce qu'il s'inquiétait. Et il m'a emmenée... C'était quoi, 500 mètres, voir le coucher de soleil sur le lac. C'était magnifique d'ailleurs, c'était un très beau souvenir. Mais j'ai mangé, j'ai vu le coucher de soleil et je suis allée moi me coucher comme le soleil. Je pouvais plus, j'avais plus la force. J'ai passé la journée du lendemain à dormir. Incapable de faire quoi que ce soit, de sortir du lit. C'était mon corps qui shut down complet. Bon, après, il y avait aussi là... J'entamais un voyage après un burn-out, j'avais aussi une fatigue déjà avant de partir, mais quand même. Et ça m'est arrivé une 2e fois pendant ce voyage quand je suis arrivée à Auroville, épuisée. Impossible de sortir du lit. Alors là, je dormais pas, mais je n'avais pas la force de sortir du lit. C'était trop. J'étais trop fatiguée. J'ai fait que me reposer. Je suis restée une journée complète au lit. À bouquiner, je suis montée un petit peu sur le toit terrasse. Basta. Pas la force de faire quoi que ce soit d'autre. Et ça illustre bien en fait comment le voyage te fatigue. Et on n'en a pas conscience. On n'en entend pas parler. Il y a une espèce de pression aussi qui dit que quand tu voyages, tu dois faire des activités. Genre en fait, ton voyage doit être... une bucket list à cocher. Donc tu dois visiter un temple, tu dois aller faire du snorkeling, tu dois visiter un palais, tu dois manger un plat typique, tu dois ci, ça. Et en fait, t'arrêtes pas. Tu fais des activités en permanence. Donc forcément, t'es claqué. Dans ta vie de tous les jours, est-ce que tu fais des activités en permanence? Non. Alors t'as peut-être... tu vas, je sais pas, à la danse le lundi, au théâtre le mercredi, et puis le vendredi, tu sors avec tes amis. Je dis n'importe quoi. Mais c'est pas tous les jours. C'est pas en permanence. Tu t'accordes du repos aussi. Et en fait, on a du mal à s'autoriser au repos en vacances parce que c'est mal vu. Tu voyages, tu viens pas te reposer, tu viens en profiter. Il faut absolument voir le plus grand nombre de choses possibles. Tout ça fait que tu es épuisé. Et ça peut même arriver quand tu voyages au long cours, en fait, à te créer comme une sorte de fatigue, de lassitude du voyage. Là, c'est vraiment quand tu voyages à long terme, tu n'arrives plus à t'émerveiller en fait. Yeah. Ton corps a fini par s'habituer à ce qu'il y ait toujours du nouveau. Donc tu as remis le pilote automatique et tu t'émerveilles plus. Je suis une nana sur les réseaux sociaux, Windy My Backpack. Elle racontait, elle venait d'aller dans le désert du Lançois, donc au Brésil. C'est les déserts de sable où il y a la pluie qui forme des lacs, qui est magnifique. Elle était dans un bateau sur l'Amazone et en fait elle disait j'arrive plus à profiter. Je m'émerveille plus. C'est beau, ouais. Mais ça a quoi de plus que tout ce que j'ai vu avant. Et tu vois, t'as tellement accumulé en fait de fatigue mentale que t'arrives plus à profiter. T'arrives plus à garder cette âme d'enfant, t'arrives plus à profiter, à apprécier. Voilà, c'est ça le terme que je cherchais, à apprécier ce que tu as sous les yeux. Donc maintenant, j'ai envie de te dire, ok, c'est bien tout ça, c'est
important d'en avoir conscience. C'est important. Moi, je trouve ça primordial même d'en parler. Parce que personne ne le dit avant un voyage, que c'est normal d'être fatigué. C'est même pas, on ne dit pas on est fatigué en voyage, c'est normal en fait. C'est pas ça peut arriver, c'est normal. Oui, je sais, ça fait 92 fois que je le dis. Mais j'insiste dessus, parce que c'est normal d'être fatigué quand tu voyages. Maintenant, qu'est-ce que tu peux faire? Déjà, c'est t'écouter, c'est t'observer. Voir les premiers signes de fatigue et c'est te reposer. Mais surtout, t'autoriser. T'autoriser, oui, je dis bien t'autoriser. Parce qu'en fait, on t'a tellement mis une pression qu'il faut faire ci, ça, que tu vas pas t'autoriser des temps morts. Mais c'est parfaitement ok pendant ton voyage que tu passes une journée devant Netflix. Si tu as besoin de ça, si tu as besoin de poser ton cerveau, de ne rien faire, fais-le. Mais te reposer, c'est pas passer ta journée je vais pas visiter aujourd'hui, je vais aller faire des lessives, je vais aller laver mes trucs, je vais faire mes papiers, je vais mettre à jour les réseaux sociaux. Non, ça c'est pas se reposer, ça c'est encore faire des choses. Te poser devant Netflix, oui, là tu te reposes, tu poses le cerveau. Ça peut être dormir, ça peut être bouquiner, méditer. À toi de voir ce qui te fait du bien, voir peut-être un cours de yoga, si vraiment c'est quelque chose qui peut t'apaiser. Mais il ne faut pas que tu le prennes comme une activité de plus, sinon c'est complètement contre-productif. Moi, je le dis souvent, et souvent on se fout de ma gueule quand je dis ça, mais en fait, quand tu voyages, et là, ça s'adresse quand même essentiellement au voyage au long cours, parce qu'autant ta journée Netflix, tu peux en avoir très envie et très besoin en étant 2 semaines en vacances. Mais quand tu voyages au long cours, moi je le dis, c'est important de te prendre des vacances dans ton voyage. Pourquoi ? Parce qu'en fait, voyager, ça devient ton nouveau mode de vie, ton quotidien. T'imagines si tu n'avais pas de vacances quand tu travailles ? Même si tu adores ton travail, tu adores tes collègues, tu t'épanouis là-dedans, il y a un moment, tu as besoin de vacances pour te reposer de ça. Tu as besoin de vacances où tu lâches prise, où tu changes d'air, où tu fais des trucs qui te font plaisir, où tu t'isoles, peu importe. Là, quand tu voyages, tu as besoin de... Ça peut être de changer d'air, ça peut être de changer de type de voyage, de t'isoler peut-être, de parler ta langue. Moi, je vois pendant le voyage du coup en Amérique du Sud en van, en combi, je suis partie 2 semaines au Québec. Et ça m'a fait un bien fou. Mais t'imagines même pas à quel point ça m'a requinqué, ça m'a fait du bien. Pourtant, c'était encore du voyage. Je suis allée en auberge de jeunesse. J'ai vu des gens, j'ai discuté avec des gens. Oui, mais j'ai réussi à avoir des moments. Mon auberge de jeunesse, par exemple, à Montréal, elle était bien faite. Tu avais une paroi qui séparait des lits et puis tu avais des rideaux qui allaient tout autour. Donc j'ai pu m'isoler, passer du temps dans mon lit sans personne autour. Et j'ai pu parler français. Je parlais constamment français. Je parlais ma langue maternelle. Tu n'imagines même pas à quel point, après, donc c'était en fin septembre, début octobre que je suis allée au Québec. Ça faisait depuis fin mars, donc 6 mois, que je parlais que portugais ou espagnol avec les gens que je rencontrais, où je devais penser dans ces langues-là, me concentrer en permanence. Donc avoir quelqu'un d'autre que mon conjoint à ce moment-là, avec qui parler français. Mais c'était tellement agréable. Au début, j'étais perdue dans les magasins. On me parlait en français, je regardais les gens genre, attends, qu'est-ce qu'il vient de dire ? Je dois traduire. Non, je dois pas traduire, il vient de parler ma langue là. Tu sais, j'ai eu besoin de petite gymnastique pour m'adapter. Mais qu'est-ce que ça m'a fait du bien, ça a été d'un repos. Et que les gens que je rencontrais parlaient en français. Parce que t'es dans le Québec, c'est français. Je parle de la langue parlée. Hein. Et du coup, waouh, j'avais moins de fatigue, j'avais moins de maux de tête. C'était incroyable ce que ça m'a fait du bien. Et revenir à un autre type de voyage. Parce que ça faisait du coup un moment que je voyageais en van, que je n'étais plus allée en auberge de jeunesse. Et revenir à cet amour de l'auberge de jeunesse, ça m'a requinqué, ça m'a fait du bien. J'aime les auberges de jeunesse. D'ailleurs, ça me fait penser, il y a une autre chose aussi qui est assez fatigante et que j'aurais pu évoquer plus tôt. C'est dans la façon de voyager. Quand tu vis en auberge de jeunesse, par exemple, tu vis dans ton sac à dos. Tu défais jamais ton sac à dos. Tu défais jamais ton sac à dos. Tu n'as même pas de placard. Et ça, c'est quelque chose qui te crée une fatigue mentale monumentale. Et dans le même genre de fatigue, si tu vis en van, quotidiennement, défaire ton lit, faire ton lit pour pouvoir attraper une casserole, pour pouvoir attraper tes affaires. Moi, quand on s'est séparés avec Bernardo, ça a été une des raisons principales, et je t'en parle plus en détail dans l'épisode sur pourquoi la van life c'est fini. C'était épuisant d'avoir toujours à défaire le lit. En permanence, chercher où je peux faire pipi. Est-ce que tu as conscience de ça ? De devoir réfléchir à est-ce que tu peux prendre une douche ? Où tu peux prendre une douche ? Comment tu peux prendre une douche ? Est-ce que tu vas être vu ? Et pareil pour faire pipi. C'est épuisant. Ça te draine complètement. Et du coup, moi, arrivée dans diverses auberges de jeunesse, j'en ai fait plusieurs, puis je suis même allée quelques jours chez ma copine Émilie, avoir une douche, avoir des toilettes. J'ai même eu dans l'auberge de jeunesse où j'étais à Montréal une baignoire. Oh, t'imagines pas le bien que ça a pu me faire de prendre un bain
Et ça, c'est dans les choses que j'ai envie de te dire. Si tu es fatigué en voyage, prendre du temps pour toi. Par exemple, si tu as la possibilité, waouh, moi, ça a été hyper efficace. Prendre du temps pour toi, ne rien faire. Et il y a une chose aussi qui peut aider, qui peut te permettre de poser ton cerveau, en fait. Si tu voyages en auberge de jeunesse, par exemple, ou même en van, tu vas te greffer à d'autres. Et en fait, tu vas les laisser décider pour toi, tu vas juste faire. Peut-être que tu n'auras pas spécialement envie de faire l'activité, peut-être que si, mais tu vas voir comme c'est reposant de juste suivre le mouvement, de ne pas avoir à organiser, de ne pas avoir à te poser la question de qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui, où tu vas manger, juste suivre le mouvement, juste faire ce que les autres disent. Et donc ça, tu peux le faire avec des personnes que tu rencontres, ou alors tu peux t'inscrire à une excursion, où là, tu suis un groupe, on te dit quoi faire. Et puis pourquoi pas même faire appel à un travel planner quelques jours dans ton voyage. En fait, tu lui demandes de te planifier les prochains jours pour te reposer. Alors oui, effectivement, cette solution-là, ça nécessite un peu d'argent de, effectivement, passer par un travel planner, mais la charge mentale que ça t'enlève, c'est considérable. Donc pourquoi pas prendre cette option de temps en temps, quelques jours. Puis si vraiment tu sens que c'est pas normal ou ça reste, n'hésite pas en fait à aller consulter quelqu'un. C'est pas parce que t'es pas dans ton pays que t'as pas des médecins. Et puis justement, ils seront peut-être plus à même, eux étant du coin, ils vont savoir, je sais pas, tu es dans un pays chaud, ok, tu as des carences supplémentaires, parce que dans un pays chaud, tu n'as pas les mêmes besoins que de là où tu viens. Eux, ils seront plus aptes. Je pense par exemple en Inde, les médecins ayurvédiques, ils vont te donner des remèdes naturels, des plantes qui vont t'aider, que toi-même, tu ne saurais pas quoi prendre. Tu peux aller voir un médecin plus traditionnel, tu as même des possibilités selon l'assurance à laquelle tu as souscrite, ou même des médecins généralistes en France qui peuvent te faire des consultations en ligne, qui tu peux en parler pour voir s'il n'y a peut-être pas un problème. Des fois, ça peut être un peu plus de l'ordre psychologique et peut-être que consulter un psy en ligne, ça peut te faire énormément de bien. D'en parler. Tu as de plus en plus de psys qui sont spécialisés dans le voyage, qui connaissent très bien la problématique et qui peuvent t'aider avec ça. Donc il ne faut pas avoir peur de le faire. Il faut surtout ne pas hésiter à en profiter. Donc voilà, j'avais vraiment envie d'aborder ce sujet que je trouve très important et pas assez évoqué, de montrer ces choses qu'on ne voit pas sur les réseaux sociaux et qui sont la réalité du voyage. Et en fait, si tu es au courant, si on t'en parle avant de ton départ, tu peux te préparer, tu peux avoir de quoi contrer ça et là, tu peux profiter au mieux de ton voyage. Ça, c'est vraiment important pour moi. Et je trouve que la fatigue, je sais pas, viens me dire si toi, tu en avais déjà entendu parler avant ou pas. Je serais curieuse de le savoir. Et puis, si toi, tu l'as expérimenté, comment tu t'en es sorti? Qu'est-ce que tu as fait? Si tu as d'autres conseils qu'on peut partager, viens me les donner. Merci pour ce beau moment. Je suis tellement contente que tu sois venue en road trip avec moi aujourd'hui. Si ça t'a plu, viens me raconter ce qui t'a marqué sur Instagram. Et si tu veux que d'autres puissent profiter à leur tour de ce moment d'évasion, laisse 5 étoiles sur ta plateforme préférée. À la semaine prochaine et qui sait, peut-être que je te laisserai le volant.